Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous écoutez actuellement La Voix du Sud, émettant depuis l'Université du Québec en Ottawa. À La Voix du Sud, on traite l'information autrement. Parce que on nous véhicule actuellement des informations biaisées. Eh bien, à La Voix du Sud, actuellement, nous avons choisi actuellement d'avoir une autre lecture de l'information. Eh bien, comme nous avions dit tout au début de cette édition, nous avons Hossein avec nous. Et puis, et nous avons Jean d'Afrique, je dirais bien Jafrique Haïti, et c'est Jean en Saint-Ville, eh bien, alias Kadhafi. Et comme vous savez, actuellement, on a assassiné Kadhafi actuellement en Libye, mais nous avons un Kadhafi ici dans la région. Eh bien, nous avons Jean-Marie Vianney. Et comme vous savez, c'est pas Jean-Marie mon désir, mais c'est un frère quand même. Eh bien, Jean-Marie, je vous accorde la parole pour saluer les auditeurs de La Voix du Sud. Voilà, alors j'ai déjà dit bonsoir et je redis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci encore de nous avoir invités à ce plateau. Je pense que l'heure est grave, comme dirait un de mes professeurs que j'affectionne particulièrement, et surtout pour parler de ce qui s'est passé, qui est en train de se passer, ce qu'on a, les médias ont donné comme pseudonyme printemps arabe. Alors voilà, et surtout du décès de Kadhafi, voilà, qui se prenait pour le guide de la révolution, non seulement libyenne, mais bon, africaine, voilà. Eh bien, comme vous savez actuellement, Jean-Marie Vianney, il est producteur d'émissions, il est réalisateur actuellement de plusieurs émissions, et c'est quelqu'un qui est très actif au sein de la communauté, je dirais bien, africaine dans la région de Tawa-Gatineau Hall. Eh bien, Jean-Marie, merci actuellement d'accepter l'invitation. Eh bien, nous avons actuellement Jean Saint-Ville. Jean Saint-Ville, actuellement, c'est un militant progressiste, un nègre d'Afrique. Eh bien, nous disons que malheureusement, il est né en Haïti. Eh bien, lui, naturellement, il est artiste. Non seulement il est artiste, eh bien, il est artiste peintre, il est écrivain aussi. Eh bien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Eh bien, je laisse la place à Jafrique Haïti pour parler un peu de ses œuvres. Bon, merci Jean-Marie de l'invitation. Premièrement, je dirais aussi que c'est pas malheureux que je sois né en Haïti, mais plutôt que les circonstances de l'arrivée des Africains sur l'île d'Haïti sont des circonstances malheureuses. Toutefois, l'être humain a cette capacité de transformer les plus terribles catastrophes en heureuses réalités, puisque en réalité, justement, ce sont ces Africains extirpés d'Afrique qui ont les premiers installé un système démocratique réel en Amérique du Nord, en Amérique tout court, avec la révolution haïtienne. Je suis très heureux d'être ici et oui, l'heure est grave puisque les événements que nous observons en Afrique, je me rappelle quand eut lieu le coup d'État en Haïti en 2004 et qu'on fit référence à cette fameuse doctrine de la responsabilité de protéger. Déjà, nous disions que la cible des États qui ont bâti leur richesse en pillant les terres d'autrui et en massacrant les populations autochtones n'était pas vraiment Haïti. Ils étaient en train de tester comment ce nouveau système de mobilisation des Nations Unies, de mobilisation de la diplomatie internationale au service de l'impérialisme pourrait servir comme couvert en plein 21e siècle pour accaparer des richesses. Et nous l'avons vu, l'attaque a été menée sur le continent africain et je ne crois pas que ce soit non plus un hasard que ce soit fait pendant qu'il y ait le premier président d'ascendance africaine à la Maison-Blanche des États-Unis. Merci. Eh bien, je laisse la parole au professeur Hossein parce qu'il n'aime pas le titre professeur, l'intellectuel. Je corrige d'abord un premier point. Je m'appelle Hassan. Hassan. Oui. Hassan, oui. ok. Hassan. Non, pas Hossein. Non, pas Hossein. Ok, je m'excuse. C'est différent. Ok. Alors, la Libye, je vais aller dans le vif du sujet. Hein. Non, bien évidemment, j'aimerais bien que pour vous présenter pour les auditeurs, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent au niveau de l'Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle, du côté de Mali à Bénin. C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir, c'est un frère qui parle. J'aimerais bien que vous dites qui vous êtes avant tout. Alors, je m'appelle Hassan Aden, ou Hassan Abdi Aden, mon nom au complet. Je viens d'un petit pays d'Afrique de l'Est qui s'appelle Djibouti. C'est un petit pays francophone
entre plusieurs grands pays. D'abord du côté africain, où il y a la Somalie, les grands frères. Il y a l'Érythrée, un autre frère, au nord. Et puis il y a l'Éthiopie, un peuple frère, mais un régime impérialiste, encore un autre, à l'ouest. Bon, cela dit, je reviens au problème de Libye. Pour moi, la Libye et Kadhafi se résumeront en 3 points. Un petit point que je traiterai de positif, qui consiste en la fin d'un régime de 42 ans. Qu'il soit bon ou mauvais n'est pas la question pour moi. Le fait qu'il soit là pendant 42 ans, un régime quel qu'il soit, est quelque chose de trop pour moi, selon ma conception, et c'est très personnel. Il y a 3 gros points noirs, malheureusement. 3 gros points noirs qui sont le vrai motif pour moi, de cet assassinat en direct. Et 2 poids et 2 mesures qui sont devenues la norme aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Et puis les alibis invoqués dans cette affaire. Je reviendrai en détail sur ces 3 points-là. Tout à fait, c'est que parce qu'on aura amplement de temps pour pouvoir détailler. Tout ce qui est intéressant, c'est que c'est l'introduction d'abord. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous écoutez La Voix du Sud. Eh bien, restez branchés parce que nous avons beaucoup de choses. Parce que les gens qui sont autour de la table, dans le cadre du studio, dans le cadre de cette émission, eh bien, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre ce soir. Eh bien, nous disons que le thème qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la question libyenne. Alors, j'aimerais bien demander à Jean-Marie Vianney quelle lecture qu'il a faite concernant la situation en Libye à l'heure actuelle. 3 ou 4 choses. Écoutez, moi, je pense déjà que ça a duré pratiquement 8 mois. Ça a commencé en février, pratiquement 12 000, 15 000 morts, plus d'1 ou 2 millions de personnes qui sont déplacées, beaucoup de destruction avec ça. Moi, ça m'interpelle dans la mesure. Je suis un peu d'accord avec Hassan. 42 ans, c'est peut-être beaucoup. 42 ans, en bien ou en mal, je pense que ça devient énorme, démocratiquement par là. Mais 42 ans, il faut peut-être aussi contextualiser toutes ces choses-là. Mais moi, ça m'interpelle au niveau de la révision, en fait, des interventions, c'est-à-dire parce que c'est l'OTAN qui a pris la décision d'y aller. La révision peut-être des termes de l'intervention, une deuxième redéfinition également du rôle du leadership, du rôle du leader chez nous. Et la troisième chose pour moi est la manière la fin de nos leaders. Il y en a qui fuient, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont morts. Je pense qu'il va falloir que nous trouvions une 4e option pour nos leaders. Comme par exemple? Je ne sais pas, je pense qu'autour de la table, il va falloir y penser. Je pense qu'il va falloir y penser parce qu'il y en a qui fuient, il y en a qui trouvent la mort comme Kadhafi, il y en a qui sont emprisonnés. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir accepter cette histoire-là. Je pense qu'au niveau du déni de cette histoire, nous y sommes énormément et puis le temps ne nous aide pas. Par exemple, en prenant le corps de Kadhafi, en le jetant, on ne sait où, alors que Lénine et beaucoup d'autres leaders qui sont morts, qui n'ont pas fait mieux ou qui ont fait aussi pire, ils sont quand même enterrés dans des endroits où tout le monde connaît et des gens peuvent aller voir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Et je pense que c'est une façon pour bâtir l'avenir, il faut connaître son histoire en fait. Non, je vous remercie. Je tiens tout d'abord à souligner que dans le cadre de cette émission, nous, on ne cherche pas à juger Kadhafi en tant que personne. Parce que le problème qui se pose, c'est que la question, les 42 ans de Kadhafi, c'est quelque chose qui concerne les Libyens. Bien évidemment, la Voix du Sud, la philosophie de la Voix du Sud, on est solidaire, je dirais bien, à tout mouvement populaire qui renverse un dictateur. Ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qui est intéressant, eh bien, les 42 ans actuellement au pouvoir de Kadhafi, ce n'est pas quelque chose qui nous interpelle ce soir. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui nous interpelle. Ça veut dire que la question de démocratie, c'est quelque chose de relatif. Parce que quand on regarde à Cuba, n'importe qui pourrait reprocher à Cuba le fait qu'il n'y avait pas une démocratie à Cuba. Mais cependant, quand on regarde naturellement un gouvernement qui a accepté d'investir dans l'humain, où le taux d'analphabétisme, je dirais bien presque 5%, eh bien, le niveau de vie, malgré un embargo de 50 ans, le pays résiste par rapport à l'ingérence, je dirais bien, l'hégémonie de la puissance occidentale. Moi, la question de la démocratie, moi, je suis pas là
pour rentrer dans les 42 ans de Kadhafi. Ce qui est intéressant, ce sont les Libyens. Et nous sommes très solidaires avec les Libyens qui ont décidé actuellement de prendre le chemin de la démocratie. Ce n'est pas ça, je dirais bien, le sujet du jour. Ce que je voulais actuellement qu'on aborde, qu'on cherche à comprendre surtout, parce que tout le monde sait que Kadhafi a été assassiné. C'est vrai, il y a beaucoup d'ennemis, mais pour les Libyens, c'est-à-dire que pour les Libyens qui ont subi l'oppression de ce régime, eh bien, c'est la bête noire. C'est quelqu'un actuellement qu'il fallait éliminer. On ne rentre pas dans ces histoires-là. Mais nous, en tant que peuple noir, en tant qu'actuellement quelqu'un qui est à l'extérieur, on aimerait bien savoir actuellement qu'est-ce qu'on pense par rapport, parce qu'on sait pertinemment, d'après les images qu'on nous a projetées, c'est l'OTAN qui a bombardé, je dirais bien, le convoi. Parce que Kadhafi était vivant quand on l'a capturé. Et il faut dire, on l'a capturé avec arme au poing, parce que c'est quelqu'un actuellement qui décide, au lieu de fuir, comme Jean-Marie avait dit, au lieu de fuir pour aller vivre avec des milliards de dollars qu'il possède, mais il a décidé actuellement de battre, il a décidé actuellement de battre jusqu'à la mort. Eh bien, pour quelqu'un actuellement, un militant, un révolutionnaire, c'est quelqu'un actuellement qu'on doit respecter. Tout dépend actuellement de la position, tout dépend. On ne va pas nous suivre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est la force de l'occupation. C'est l'Occident, je dirais bien, qui a assassiné cet homme-là. Je crois que c'est fondamental à ce niveau-là, si on a d'autres choses. Parce que moi, la question que j'aimerais bien vous poser ce soir, c'est la question, parce qu'on sait que les rebelles ont contesté actuellement contre Kadhafi. On n'a pas de problème là-dessus. Mais ce qui est intéressant, il y a une ville où se trouvent des Noirs. Et ces Noirs-là, durant la période de Kadhafi, cette ethnie-là était protégée. Mais on sait pertinemment, et l'organisation des droits humains, je dirais bien, est en train de mener des enquêtes, parce que tous les gens de cette ethnie-là qui se trouvent dans cette région, c'est la ville Tawega, je ne sais pas si je prononce bien ce mot-là, eh bien, on a expulsé ou bien éliminé, il y a 53 personnes qui sont éliminées. Alors, moi, j'aimerais bien, en tant qu'Africain, j'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à cette problématique-là. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. D'abord, je voudrais revenir sur un petit élément. Jean-Marie Vianney, il a expliqué que 42 ans, c'est beaucoup d'années, tout le monde en est d'accord. Mais une chose est certaine, le régime libyen, historiquement, Kadhafi a pris le pouvoir en 1969. De 69 à 79, Kadhafi était le président de la Libye. À partir de 79, le système a changé et il est devenu le guide. Par conséquent, on peut dire le guide, dans le contexte libyen, est comme un roi. Donc c'est un titre honorifique, même s'il a peut-être une propension d'action à l'intérieur du système exécutif. Et depuis 79 à aujourd'hui, il y a eu plus de 12 chefs de l'État de la Libye, des présidents, qui se sont succédés. Disons, prenons les 20 dernières années, en 1991 à 2008, il y a eu un monsieur qui dirigeait la Libye, qui était le président de la Libye. Il dirigeait le Conseil populaire des Libyens. C'est comme le comité consultatif. Oui. Et cette personne a été remplacée seulement en 2008. Et de 2008 à 2009, il y a une autre, il s'appelle Mohamed Zatani. Après, il y a une deuxième personne, une personne qui l'a succédé, qui s'appelle Miftah et Mohamed Keba. Et ensuite, 2009 à 2010, il y a des gens qui se sont succédés. C'est-à-dire que si on reproche aux dirigeants d'être là pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors que le système exécutif, le président, est souvent il y a un mouvement cyclique dans l'appareil politique, autre que le chef, le sommet, la personne qui est le guide, ou le roi. Parce que dans d'autres pays du monde, il y a des rois qui dirigent depuis des années, des plusieurs décennies, et des reines, et personne n'en parle. En Angleterre, par exemple. Ici au Canada. Oui. Donc, si on touche le contexte, le Kadhafi s'est défini comme un guide. Et en Iran, par exemple, qui a copié le régime libyen, le régime est basé sur les ayatollahs que d'autres personnes ont aidé à prendre le pouvoir. Et ils ont copié le même régime, ils ont mis un guide également. Et le guide n'est pas le chef de l'État en Iran. Il y a Ahmadinejad que tous les médias critiquent tous les jours, qui est supposé être le président de l'Iran. Dans le même contexte, en Libye, il y a un chef d'État
Et à côté du chef d'État, il y a le Premier ministre et le vice-premier ministre. Donc, par conséquent, il y a 3 différentes personnes. C'est vraiment intéressant. De 2009 à 2010, il y avait un monsieur qui s'appelle Moubarak Abdallah Al-Shamik. Et le dernier en date, qui est le dernier président de la Libye, il a été mis en place en juillet de l'année 2010 et il a été capturé le jour de la prise de Tripoli et il est détenu par la CNT, les rebelles. Donc, ce monsieur s'appelle Mohamed Abou Al-Koussani Al-Zawi. Et si on regarde ce système, j'ai pris seulement la période des 20 dernières années, de 1992 à aujourd'hui, ou de 19 ans, nous remarquons simplement que dans le contexte libyen, il y a eu un changement cyclique, pas seulement au niveau du niveau du chef de l'État, du président, mais au niveau même du poste du Premier ministre. Donc, je ne dis pas que Kadhafi est bon, mais si nous parlons de démocratie et de longue durée de régime, nous devons prendre en même temps en place une analyse qui prend en considération tous les éléments de l'input, du pouvoir et de l'établissement de l'État. L'État n'est pas constitué que du président, c'est constitué d'un exécutif, d'un système parlementaire et d'autres structures. Et dans le contexte libyen, Kadhafi a peut-être duré beaucoup, mais on remarque malheureusement qu'on l'attaque ou il a été attaqué sur le prétexte qu'il était en train de tuer son peuple. Donc il fallait arrêter le massacre de son peuple. Le massacre a été arrêté dès la prise de Tripoli, puisque Tripoli a été prise, la CNT contrôlait plus que la majorité du territoire libyen. Il restait Sirte où le gars s'est embrigadé lui-même pour se protéger, peut-être de manière tactique pour revenir ou d'une autre manière pour pouvoir s'enfuir. Dans la mesure où, quand son fils a quitté la Libye pour le Niger, les mêmes médias on nous a présenté de manière claire et on nous a expliqué que Kadhafi était dans le convoi. Donc, par conséquent, il fallait le capturer. Ce qui veut dire que le principe même ou la résolution de l'ONU 1973 était partie sur la base de protection des populations, des civils. Et ils classent ça dans le cadre de responsabilité de protéger. Mais la responsabilité de protéger, c'est maintenant changé en responsabilité de l'assassinat du chef de l'État d'un autre pays. Et la même organisation qui est l'ONU a dans ses chartes une clause qui dit qu'il ne faut jamais tuer un chef de l'État ou même un chef de l'État qui a quitté le pouvoir. Ce qui veut dire que si un autre chef d'État est assassiné dans un autre pays du monde demain et son corps est exhibé de la même manière, est-ce que les gens auront le respect pour sa dignité, cette personne? C'est très important ce que vous voulez dire parce que avant même d'arriver au studio, nous avons appris que la famille Kadhafi voulait intenter un procès contre l'OTAN auprès du tribunal pénal international parce qu'on le verra ou non, parce qu'on savait qu'on a capturé Kadhafi et tout le monde a vu que Kadhafi actuellement était vivant, mais par la suite, un bombardement actuellement de l'OTAN, ils savaient. Il n'y avait pas il n'y avait pas naturellement de civils dans le sens pour vous montrer actuellement que les troupes de Kadhafi voulaient tirer sur les civils. Ce n'était pas le cas, mais tout simplement on a tiré pour éliminer Kadhafi. Il y a une chose qui est il y a une sorte d'insulte à l'intelligence de tous les peuples d'Afrique et d'ailleurs, et même les peuples des grands pays, des pays membres de l'OTAN, puisque ce sont les dirigeants de cette organisation et les leaders de ces pays-là qui prennent la décision suprême d'aller en guerre. C'est de leur devoir. Il se fait qu'on nous dit que Kadhafi, on a vu, nous tous ceux qui veulent peuvent aller encore sur des sites comme YouTube pour voir Kadhafi vivant et Kadhafi après avoir été tué. Il a reçu une balle par la tête derrière. Et certaines personnes affirment ou veulent faire une propagande en disant que Kadhafi a été tué par des tirs croisés. S'il y a des tirs croisés, comment se fait-il que des tirs croisés n'ont pas tué les gens qui étaient autour du corps et que c'est seulement Kadhafi qui est mort? Voilà. C'est quand même une insulte totale à l'intelligence humaine. Eh bien, définitivement, parce que le débat, ça va être très intéressant. Eh bien, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous permettez que on va faire le tour de la table d'abord? Oui. Je vais laisser la place à Jafrique Haïti. Eh bien, lui, naturellement, il a une lecture aussi de la situation parce que c'est très intéressant. Mais conservez actuellement votre point parce qu'on a assez de place aujourd'hui. Mais je vais suivre et réagir sur certains des commentaires qui ont été faits. J'ai rien contre. La chose que j'ajouterais, c'est que c'est pas la première attaque de l'année. Moi, j'étais en France
au moment où la France attaquait la Côte d'Ivoire. Et je regardais dans les médias comme France 24, etc. C'était la même propagande que nous avons observé au sujet de la Libye, que j'avais vécu à ce moment-là aussi. Et on donnait l'impression que Ouattara ne pouvait rien faire de mal et que Gbagbo, c'était le criminel. Et on a vu comment on l'a humilié aussi quand on l'a capturé. C'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste de convaincre les populations africaines qu'il est mieux pour eux que les décisions au sujet de leur leadership soient prises à Washington, à Paris, au Vatican, des fois qui s'y mêlent aussi. Il faut se rendre compte que c'est l'OTAN qui a bombardé. Et il faut se rendre aussi compte qu'ils ont supporté le CNT, mais juste assez, pas trop. Parce qu'ils veulent aussi que le CNT soit faible ou affaibli. Parce que l'objectif, c'est d'avoir accès aux ressources de la Libye. La Libye, un pays riche qui proposait un autre système monétaire basé sur l'or, dont regorge l'Afrique, pas l'Europe. L'Europe, c'est un tout petit territoire, ce n'est pas un continent, c'est avec l'Asie que ça fait l'Eurasie. Donc, les gens ont besoin d'espace, ils ont besoin de matières premières. La Chine se positionne favorablement sur le continent africain. Donc, les Blancs se cherchent des territoires. Et maintenant, on instrumentalise les Nations Unies, tout comme Nelson Mandela eut à dire que nous vivons dans un temps où les nations les plus riches du monde, toutes des soi-disant démocraties, mobilisent des organisations internationales en leur faveur et au désavantage des peuples appauvris. Donc, c'est ce que nous voyons. C'est certain que ce n'est pas nouveau. C'est les Nations Unies qui ont capturé Patrice Lumumba dans les années 60 et l'a remis à ses bourreaux belges et congolais pour qu'on puisse le massacrer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé pour la première fois, sauf que on a vu comment les résolutions des Nations Unies sont utilisées présentement de façon ouverte et avec un genre de banalité que l'on traite la capture d'un ancien chef d'État, etc. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ça me dérange que Muammar Kadhafi ait passé 42 ans au pouvoir, n'était-ce comme guide. Mais je crois que les précisions que notre frère Armel vient de présenter met les choses en contexte, car la reine Elisabeth II d'Angleterre est aussi au pouvoir depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Tout à fait. Et avant elle, c'était la reine Elisabeth I qui, elle, était esclavagiste. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour devenir citoyen canadien, si vous êtes d'Haïti, de la Guadeloupe, et que vos ancêtres étaient esclaves, ouais, vous devez quand même jurer allégeance aux descendants de la reine Elisabeth. Donc, il faut vraiment mettre toutes ces choses. C'est-à-dire, il ne faut plus prendre au sérieux les discours qui veulent croire qu'on envoie des soldats canadiens en Afghanistan pour que les petites filles puissent aller à l'école. Ça, c'est vraiment insulter l'intelligence des gens. Okay? Les gens se foutent pas mal que des filles aillent à l'école en Afghanistan, au Zimbabwe, en Libye. C'est faux tout ça. C'est-à-dire, on a été en Afghanistan parce qu'il y a un intérêt géopolitique, c'est de l'économie, et ce n'est pas un système économique différent de ce qu'on a fait pour capturer le territoire sur lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire le Canada. C'est-à-dire, on a envahi cette terre, on a rendu pauvres les autochtones et on l'a... Et dépendants. Pauvres, dépendants, on a tout fait pour les empêcher de reconquérir leurs terres. Donc, c'est pas en disant qu'on va faire la démocratie à des milliers de kilomètres en Afrique ou quoi que ce soit qu'on va commencer à prendre au sérieux ces machines. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous?
Qu'est-ce que nous faisons, nous, Africains? Et moi, je me pose sérieusement la question. Aujourd'hui, si moi, j'avais un fils qui me dit qu'il va aller rentrer dans l'armée canadienne, j'aurais de graves problèmes. Parce que le défi de l'Africain, c'est qu'aujourd'hui, il peut facilement se retrouver dans une armée où il va être instrumentalisé et utilisé contre son propre peuple. Car ce sont les plus pauvres des sociétés qui forment les armées. Donc, pour moi, il y a une question fondamentale à nous poser en tant que citoyens canadiens. Notre gouvernement a décidé de se rendre en Libye et on a utilisé nos ressources, pas pour protéger les Libyens, mais pour capturer un territoire et préparer l'espace pour des compagnies canadiennes qui vont exploiter l'or et le pétrole. Américaines, françaises, italiennes. Eh bien, merci Jean. Eh bien, je vais laisser la parole au professeur Hassan. C'est ça? Hassan, c'est bien? Oui. Hassan. Là, oui, c'est ça. Ok. Eh bien, quelle lecture faites-vous actuellement de la situation en Libye à l'heure actuelle? Alors, j'ai vu d'abord problème de démocratie, ces grands mobiles qu'on a évoqué pour protection des citoyens. Et des citoyens. Et c'est très paradoxal que personne ne parle ne voit et ne mentionne qu'il y a en fait 2 poids et 2 mesures dans ce système. Vous avez, s'il y a des dictateurs ou des régimes tyranniques dans la région, il ne faut pas aller chercher très loin. Du côté africain, il y a, bien sûr, il y a par exemple Djibouti, mon pays. Du côté asiatique, le premier allié des Américains et de l'Occident, c'est l'Arabie Saoudite. Et en parlant des filles et d'école, c'est un pays où les femmes ne conduisent pas, par exemple. C'est un pays où on nous a annoncé, ça c'est pour moi que je trouve plus insultant que tout le reste, que les femmes vont voter aux élections municipales en 2015. Et on trouvait ça, c'est vraiment un grand pas pour l'humanité. Imaginez ça. C'est comme si ce premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, on nous faisait croire que c'était la même chose. Donc ici, si tel était le mobile, telle était l'émancipation des peuples et la démocratie, eh bien, il ne faut pas, avant la Libye, moi je commencerai par l'Arabie Saoudite, j'irai au Yémen où ça fait des mois et des mois que les populations sont martyrisées. En Afrique, j'ai un pays sans gouvernement qui est un grand peuple frère, qui s'appelle la Somalie. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? On les a laissés entre les mains de leurs ennemis héréditaires et légendaires. L'hégémonie éthiopienne et l'impérialisme éthiopien se payent la gueule de ces gens-là et traitent de quiconque qui essaye de faire un minimum de terroristes islamistes. C'est ça, c'est encore un autre point qu'on utilise. Alors, ça c'est les 2 poids et 2 mesures. Donc, ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a les vrais motifs. Quels sont les vrais motifs? Ils sont très simples. Vous avez parlé des problèmes de ressources, le pétrole, c'est évident. Les autres ressources du USA, pour nous, on ne sait pas, mais eux, ils savent apparemment. Mais il y a un autre problème. Le contrôle des flux migratoires. Lampedusa, ces images d'Africains qui traversent la Méditerranée pour aller en Italie, dans une petite île, c'est un problème. Et l'Italie, qui était le meilleur allié des Libyens et qui a fabriqué Kadhafi, faut-il le mentionner, a simplement tourné le dos à son protégé simplement parce qu'on dit de toute façon le pétrole on peut le prendre, mais en plus on n'aura pas le problème de flux migratoires et ainsi de suite, il nous coûtera moins cher. Donc ça c'est le vrai motif. Pour moi, excusez-moi, c'est presque des états d'âme finalement. La Libye après Kadhafi, ça n'augure de rien de bon, absolument rien de bon. Il y a eu, ne serait-ce que la dernière nouvelle, hier, une explosion qui a fait 100 morts déjà. Ça commence. 100 morts. Et Kadhafi est parti. Il n'a jamais tué 100 morts comme ça d'une explosion. Je ne pense pas. On nous l'aurait montré. Il a peut-être fait des prisonniers politiques, des choses comme ça. Donc, 100 morts déjà, ça commence bien. Ça augure rien de bon pour certains Libyens qui étaient contents. Voilà une image et voilà l'avenir qui se dessine. Pour moi, il y a aussi le problème des Noirs, bien sûr. La Libye, faut-il le mentionner, est un pays d'Afrique. Alors, il y a des gens qui ont le culot de se mettre devant une caméra et qui nous disent que les Noirs collaboraient avec Kadhafi. Premièrement, je trouve que ces gens-là sont arrogants, mais plus arrogants qu'eux. Ce sont les studios comme Radio-Canada qui sont financés avec nos impôts qui nous montrent ces choses-là.
et qui ne trouvent pas ça outrageux. C'est un outrage pour moi. C'est un outrage au bon sens, c'est un outrage au sens commun et à l'humanité, en plus d'être un outrage, bien sûr, à l'Africain que je suis. Donc ça, c'est pour moi, traiter un Africain qui était en Libye, en Afrique, chez lui, de mercenaires, est un affront. Et le fait qu'il y ait dans cette coalition, pour une fois, un Africain, demi-africain, il peut s'appeler ce qu'il veut, mais ce que le monde voit, c'est un Africain, c'est un homme noir, qui est dans ce genre de farce, et encore une autre insulte. Je parle bien sûr, je pense que vous avez saisi que je parle du président Obama. Alors pour moi, j'ai écouté Radio-Canada avant d'arriver ici, quelqu'un a traité ces gens-là de misérables. C'est aussi l'attribut, et pour moi, il n'est pas assez fort. Misérables dans le sens où ces gens qui viennent, une fois que sous un tapis de feu, leur pays a été, toutes les infrastructures ont été brûlées, qui viennent tirer en l'air comme des clowns, pour moi, ils sont méprisables. Ce n'est pas des combattants, parce qu'un combattant, il sait pourquoi il se bat. Non, mais attention, quand tu es un combattant, une balle en l'air, c'est une balle en moins. C'est une chance de plus, enfin, c'est un risque de plus pour toi. Donc, on sauvegarde les munitions. Ce sont des clowns. Ils sont méprisables. Et ils sont méprisables, ces gens qui exposent une dépouille, le dépouille d'une personne, et dans un pays musulman. Ça, c'est fondamental en tant que musulman. Dans un contexte musulman. On va entrer dans ce point-là. Exactement. Dans un contexte musulman, une dépouille humaine n'a pas de nom. Ton nom t'es retiré. Tu n'es plus Kadhafi, tu es une dépouille. C'est tout ce que tu es. C'est important. Nous allons prendre une pause musicale. Oui. Après, nous allons y revenir très bientôt. Okay. Ouais. Nous vous rappelons, vous écoutez.